Nous venons d'intégrer les différents composants qui vont créer notre application. Maintenant, il va falloir qu'on gère un petit peu dedans la logique. Alors la logique, on va commencer par probablement le formulaire, qui est la base de notre travail, puisqu'il va falloir qu'on puisse saisir des nouvelles tâches pour les ajouter à la liste. Alors bien évidemment, la partie logique d'un composant, elle va se trouver dans le composant, ça tombe sous le sens. Donc on va aller dans notre fichier form. Je vous rappelle qu'on a créé un fichier form.js dans components pour aller gérer le rendu de ce composant. Et on va regarder un petit peu comment React gère la logique. Alors la première chose qu'on va regarder, c'est comment on peut bien gérer des événements. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur clic? Pour l'instant, vous voyez, ça déclenche un rechargement de la page, mais ça ne fait pas grand-chose. Alors pourquoi ça fait un rechargement? Parce qu'en fait, par défaut, un bouton, c'est de type submit, et donc ça soumet notre formulaire, et comme il n'y a pas de action, ça recharge la page courante. Ça, c'est assez normal. Donc déjà, pour éviter un peu ça, on peut commencer à mettre un bouton, éventuellement un type bouton pour empêcher ça. Mais nous, c'est pas ce qu'on va vouloir faire. On verra tout à l'heure comment on peut capter le submit. Ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va essayer d'afficher quelque chose, simplement, quand on clique sur le bouton ajouter. Alors comment on fait ça en React? C'est plutôt très simple en fait. Tous les événements qu'on souhaite capter sont accessibles. D'ailleurs j'ai fait une faute mais c'est pas grave, il va me le corriger, voilà. Directement comme ça, sous forme d'attributs dans la balise. C'est ça, exactement de la même manière que qu'on le fait en HTML standard. Attention, ces événements fonctionnent, les événements du DOM, ça c'est des événements du DOM, ces événements ne fonctionnent que sur des balises HTML. Si vous mettez, par exemple, si je reviens dans app.js et que je mets un on-click sur header, par exemple, ça ne marchera pas parce que header n'est pas une balise HTML standard du DOM. On pourra le faire en cascade, mais par défaut, ça ne fonctionnera pas. Il faudra gérer cette logique nous-mêmes derrière. Alors pensez bien que globalement, les événements du DOM s'utilisent sur le DOM, toutes les balises HTML standard. Quand on gère un événement, quand on met un événement comme ça, on a juste besoin de passer dans les accolades le nom ou la fonction directement, si on veut, qu'on voudra appeler. Vous avez vu par contre, j'ai pas mis alerte parenthèse parenthèse, j'ai mis alerte tout court. On ne peut pas passer de paramètres, enfin en tout cas pas dans cette façon-là. Si je sauvegarde ici et que je clique sur le bouton ajouter, regardez, hop, j'ai un alerte qui s'ouvre. Alors évidemment, comme j'ai pas pu passer d'argument, il m'affiche n'importe quoi, object, object, et derrière ça va refaire un rechargement de la page, mais ça c'est pas très grave. Mais vous voyez qu'on peut tout à fait appeler des fonctions comme ça. Alors, idéalement, ce que je pourrais faire par exemple, c'est créer une fonction ici, par exemple const, click, tiens, on va faire les choses joliment, handle click égale une fonction, et puis dedans je pourrais faire un alerte, et là cette fois-ci, je vais pouvoir mettre mon coucou. Par contre, ici, il faut que j'appelle la bonne fonction. Handle click, si je sauvegarde ici et que je vais cliquer sur ajouter, regardez, j'ai bien un coucou. En fait, j'ai mis la référence vers la fonction qui, elle, va faire mon alerte coucou. Donc, le passage d'argument à alerte, je vais pouvoir le faire dans cette fonction-là. Donc ça, c'est sympa, on peut le faire comme ça. Sachez que tout à l'heure, je vous ai montré comment on faisait des fonctions fléchées, vous connaissiez peut-être déjà, mais je veux dire, je vous ai dit que c'était pas mal employé en React. Eh bien, on peut tout à fait ici passer directement une fonction fléchée qui va faire un alerte coucou. C'est tout à fait envisageable et ça marchera exactement de la même manière. Ok, on va revenir à notre méthode là. Clic, 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 clic. Handle click. Ok. Alors, ce qui va être intéressant aussi, c'est que, comme pour n'importe quel événement JavaScript, si vous avez fait du JavaScript et si vous êtes là, vous devriez en avoir fait normalement, sinon vous allez peiner à comprendre ce qu'on fait. Vous connaissez bien évidemment la fonction add event listener qu'on utilise habituellement sur des éléments du DOM. Et cette fonction add event listener, on passe toujours en premier argument l'événement sur lequel on veut réagir et en deuxième argument une fonction qui sera appelée quand cet événement est levé.
C'est exactement la même chose ici, hein. Donc la fonction qui est appelée ici, c'est comme si elle était au bout d'un add event listener. Et donc, comme dans un add event listener, elle reçoit en argument automatiquement l'événement. C'est-à-dire que si je fais, là je vais pas non, faire un alerte coucou, je vais faire plutôt un console.log de E. Si je sauvegarde, alors par contre on n'aura pas le temps de le voir, donc je vais faire un autre truc, parce que ça va soumettre mon formulaire. Je vais mettre plutôt un e.prevent default. Exactement comme on le fait en JavaScript habituellement, hein. Là, je vais ouvrir mon terminal. Enfin, ma console, pardon. Donc là, ah, vous avez vu tout à l'heure, on a oublié quelque chose. Vous savez, tout à l'heure, on a visiblement utilisé des classes à la place de class name. Il faudra qu'on le corrige, hein. On verra ça après, mais il faudra qu'on y pense. Visiblement, c'est pas ici, donc on regardera plus tard. Mais donc, du coup, si je clique sur le bouton ajouter, regardez, hop, je vois bien mon événement qui est levé ici, hein. Toc, toc, toc. Donc voilà, c'est comme ça qu'on lève des événements en JavaScript. Ça, c'est plutôt très intéressant. Pardon, en React, pardon. Maintenant, ce qu'il va nous falloir, c'est aller mettre une valeur ici, parce que il va falloir qu'on trouve un moyen d'écrire une valeur dans ce champ et surtout de lire la valeur de ce champ. Et c'est là que ça va commencer à devenir un peu plus compliqué. Donc ce que je vous propose de faire, c'est... on va enlever pour l'instant notre code ici, parce que c'est pas comme ça que je ferai tout à l'heure, mais je voulais vous montrer comment ça fonctionne. Parce qu'on va avoir besoin de gérer un événement aussi sur le champ input. Et on va revenir, je vais repasser ici à la ligne, toc, et je vais utiliser, alors ici je vais déclarer par exemple une petite variable que je vais appeler todo, et je vais mettre pour l'instant test. Ok. Et là, rappelez-vous qu'on peut, je vous l'ai montré déjà, aller mettre, vous savez, un champ input, il a un attribut value. Je vais pouvoir aller mettre todo ici. Regardez, si je sauvegarde, j'ai bien écrit test dans todo. Alors on regardera ça après, les erreurs, hein, vous inquiétez pas. Mais regardez, j'ai bien test qui a été s'afficher. Par contre, ici, j'ai un problème, c'est que quand je clique sur le, quand j'appuie sur le, je tape sur mon clavier là, hein, je suis dans le champ et je tape sur mon clavier, il se passe rien. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. React a besoin, donc déjà il gère ce qu'on appelle un DOM virtuel, c'est-à-dire qu'il n'agit pas directement sur le vrai DOM, c'est-à-dire qu'il ne va pas insérer les choses directement dans la page telle qu'on la voit là. Il intègre les choses dans une copie de la page, dans un DOM virtuel, et après il va ponctuellement mettre à jour ce qui l'intéresse de manière optimisée. Donc là, ce qu'on fait là, c'est que on dit à React, bah, je tape des choses dans le champ, lui il les change probablement dans son DOM virtuel, mais on n'a jamais donné l'ordre de rafraîchir, donc il ne va jamais mettre à jour l'interface. Déjà, ça c'est quand même assez intéressant. Pour pouvoir mettre à jour l'interface, on va avoir besoin de plusieurs choses. La première, c'est de capter le change sur notre input. Il va falloir qu'on sache quand un nouveau caractère vient d'être tapé dans notre champ. Et donc, du coup, on va pouvoir ici appeler une petite fonction fléchée. Comme tout à l'heure, on a un événement. Et je vous rappelle qu'en JavaScript, un événement, il a toujours un target, enfin l'événement UI, hein, j'entends. Il y a toujours un target. Et là, notre target étant le champ input, on a un value. Là, je vais pouvoir faire, pour l'instant, je vais faire un petit console.log. Toc. Je vais sauvegarder ça. Je vais clear ça. Et là, je vais mettre ici, je vais appuyer sur n'importe quelle lettre. Regardez, on voit que quand je tape sur mon clavier, ça réagit dans ma console ici, hein, mais ça ne fait pas ce qu'on veut. La mécanique, donc ici, ce qu'il faudrait faire, c'est normalement aller mettre à jour notre variable todo au fur et à mesure qu'on a des nouveaux caractères, mais ça ne marchera même pas parce qu'en fait, on ne va jamais demander à React de mettre à jour l'interface graphique. Pour ça, il va falloir qu'on utilise le concept de state. Alors, comment on utilise les states? C'est plutôt très simple, vous allez voir. Ça ne s'invente pas, mais une fois que vous l'aurez vu, vous allez le comprendre assez vite. Ce qu'on va faire, c'est plutôt, je vais déclarer plutôt ça, une constante, je vais mettre un tableau, et je vais mettre todo, virgule, set todo, je vous l'explique après évidemment. Set todo, et ça va faire, on va appeler useState,
et on va le mettre vide comme ça. Voilà, on va mettre en mode test. On avait test à l'instant, donc on va remettre test. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux créer une variable dans le state. Le state, c'est vraiment les données qui vont dont dépend l'interface en fait. Hein. Donc par exemple, là pour le coup, à chaque fois que ça change, l'interface est censée être mise à jour. Hein. Dès que test change, l'interface devrait être mise à jour. Donc euh, c'est bien des données qui devraient être gérées dans le state. Plus tard, quand on rajoutera des tâches, les tâches vont aller se cumuler dans la liste. Cette liste de tâches, elle doit être stockée dans le state si, quand on rajoute une tâche, on veut que ça mette à jour automatiquement l'interface. Donc tout ce qui agit, toutes les données qui agissent directement sur l'interface doivent être gérées dans le state. Ici, alors, quand on appelle la fonction useState, vous avez vu qu'il m'a rajouté automatiquement useState, import useState from React. Hein, ça c'est super important, il faut aller charger useState, c'est une fonction de React. C'est ce qu'on appelle un hook. Hein, ça a été intégré à React en 2018, si ma mémoire est bonne. Et ça permet d'utiliser les states dans des composants fonctions. Il existe d'autres composants, les composants classes en React, dont je ne vous parle pas ici parce que bien qu'ils ne soient pas dépréciés, ils sont maintenant un peu moins utilisés. On travaille davantage. L'équipe de React encourage les gens à travailler avec les composants fonctions en priorité. Je ferai, je pense, une autre vidéo où je montrerai les différences entre les composants classes et les composants fonctions. Mais là, pour le coup, useState va nous permettre de gérer un état, un state, dans un composant fonction. Qu'est-ce que fait useState? Alors, il prend en argument la valeur de la variable qu'on veut gérer. Donc là, en l'occurrence, nous on avait test, donc j'ai mis test. Hein, j'aurais pu mettre n'importe quoi d'autre, y compris un objet. Bon, là, ça n'aurait pas de sens, mettre un objet pour ça, mais c'est possible. Tout à l'heure, quand on gérera la liste des tâches, on créera un tableau qui sera la liste de nos tâches, et on fera un useState avec un tableau vide. Et useState, une fois qu'il est. Donc lui, il va générer une variable de state et il va nous renvoyer deux choses. Enfin, il va nous renvoyer réellement une seule chose, qui est un tableau. C'est pour ça que j'utilise de la déstructuration. Et ce tableau, son premier index, ça sera la valeur de notre state. Donc là, en l'occurrence, tout de suite après l'initialisation, ça sera test. Et le deuxième index, ça sera une fonction qui doit être appelée à chaque fois qu'on veut mettre à jour la valeur. Donc là, je me retrouve avec une variable todo que je peux tout à fait utiliser ici. J'ai le droit. Par contre, ici, quand j'ai un onChange, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un set todo de la valeur de mon champ. Ça peut paraître un peu tordu, mais ça va devenir très naturel d'ici peu. Si je sauvegarde ça, donc vous voyez que là, ça s'est rafraîchi. J'ai toujours test. Alors je peux fermer, je peux clear mon debugger, ça ne sert pas à grand chose. J'ai toujours test dans mon champ, puisque j'ai initialisé mon state avec test. Donc todo contient test. Et quand je vais aller taper des choses dedans, ça marche cette fois. Là, j'ai bien une mise à jour de l'interface. Parce que ce qui se passe, c'est que dès que l'événement change est levé, et c'est le cas à chaque fois que je tape un événement, enfin un nouveau caractère sur mon clavier dans le champ ici, dès qu'un événement est levé, cette méthode est appelée, et cette méthode dit il faut mettre à jour le state avec le nouveau contenu du champ. C'est comme ça qu'on gère les données. Et donc ça, automatiquement, ça déclenche une mise à jour de l'interface. Maintenant, ce qu'il va nous falloir faire, c'est, puisqu'on est capable de saisir des choses et les stocker dans une variable, il va falloir pouvoir générer des tâches. Donc il va falloir qu'on puisse réagir sur le bouton ajouter tout à l'heure. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas forcément de cliquer sur, enfin de réagir sur le bouton ajouter. On peut, hein, ça permet de faire des contrôles. Mais moi, j'aime bien personnellement réagir sur le formulaire lui-même. onSubmit. onSubmit. Et donc, là, ce que je propose de faire, c'est créer une petite fonction qui va s'appeler addToDo, qui va prendre... non, même pas. Pour l'instant, on va l'avoir juste au-dessus. Donc, on va l'appeler addToDo simplement. Et c'est une fonction. Donc,
comme ça. Ah, je suis pas sur plein écran. Voilà. Je crée une fonction addToDo et il ne doit pas être content parce que j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Et cette fonction addToDo, on va l'appeler directement quand le formulaire est soumis. Voilà, c'est la soumission du formulaire. Donc c'est pas le bouton, c'est le formulaire. À quoi ça va nous servir? Puisque il y a une soumission de formulaire HTML, on va pouvoir utiliser toutes les propriétés de validation des champs. Donc là, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever test pour que mon champ il redémarre à 0. Donc là, ajouter une tâche. Si je fais ajouter une tâche, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit veuillez renseigner ce champ. Si je mets du blabla, hop, bon là, ça déclenche encore un rechargement de ma page parce que j'ai pas mis mon prevent default, mais n'empêche que ça réagit. Vous voyez, j'ai pu mettre une validation, je pourrais tout à fait mettre un pattern, par exemple, si je veux accepter un certain nombre de caractères et pas d'autres. Donc c'est assez sympa de pouvoir faire ça. Évidemment, si j'avais mis je peux tout à fait aussi gérer des règles directement sur mon set to do. J'aurais pu tout à fait mettre ici toute une logique de saisie, mais bref, moi j'aime bien faire comme ça. Je délègue la saisie directement au système. Donc là, évidemment, puisque c'est un événement onSubmit qui appelle la méthode toDo, ça veut dire que addToDo, ma méthode va recevoir l'événement en question. Donc la première chose à faire, c'est un e.prevent default qui va empêcher le formulaire de se soumettre. Donc là, si je tape du blabla et que je fais ajouter, vous avez vu, maintenant j'ai plus de rechargement. Je ne sais pas si vous le perceviez avant, mais là j'ai plus de rechargement. Le prevent default l'arrête. Maintenant, il va falloir que je puisse alimenter une liste. Alors, pour l'instant, on va travailler d'abord en local dans ce composant-là. On ne va pas faire bouger cette liste-là pour que vous puissiez comprendre comment on peut faire. Alors là, ce que je vous propose, c'est de créer un nouvel état qu'on va appeler to-dos au pluriel. Vous noterez la différence, il y a un S. Je saisis un to-do qui va alimenter une liste de to-dos. Et là, on va faire un useState. Et cette fois, je ne vais pas passer une chaîne de caractères, je vais passer un tableau. Parce que mes to-do, c'est une liste d'objets. OK. À partir de là, dans addToDo, je vais pouvoir dire que... Attention, c'est toujours un peu compliqué ça. Alors, quand vous faites le useState ici, quand vous allez appeler setToDo, il faut lui donner un nouvel objet ou un nouveau tableau qui contient les valeurs de l'ancien plus celles que vous avez ajoutées. Ou si vous supprimez des valeurs, l'inverse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau tableau. On va l'appeler par exemple new to-dos. Et on va dire que new to-dos, c'est le contenu de to-dos, celui-ci, qui est un tableau vide, plus le nouveau to-do qui vient d'être saisi. Okay. Et dans la foulée, on va faire un console.log de to-dos. Si je sauvegarde ça, que je tape, je sais pas moi, que je fais ajouter. Toc. Alors oui, là par contre, j'étais un peu bête parce que en fait c'est asynchrone, donc du coup, mon console.log se déclenche avant que la donnée soit vraiment mise à jour. Mais si je reclique sur ajouter, vous allez voir que normalement, au bout d'un moment, je devrais avoir des choses dans mon tableau. Pas du tout, pas du tout. Pourquoi donc console.log to-dos, virgule to-do, 3 petits points. Bah évidemment, parce que je lance pas le useState, mais je suis idiot. Il faut peut-être que je fasse un set to-dos dans la foulée avec mon new to-do. Parfois, voilà. Toc. Ça a marché beaucoup mieux probablement. Alors ça, je vais probablement avoir le même genre de problème, mais vous voyez, quand je clique plusieurs fois, c'est décalé parce qu'en fait, le set to do est asynchrone. Donc du coup, mon console.log se déclenche avant que set to do ait terminé son travail. C'est pour ça que j'ai toujours un décalage. Mais vous avez vu, quand je rajoute des choses je suis capable d'alimenter mon tableau. Ça, c'est intéressant, super intéressant. Le problème, maintenant, donc là, je suis capable. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même pas s'embêter avec notre variable.
on va plutôt aller directement mettre ça là. Hop. À chaque fois que je clique sur le bouton, là, ça soumet le formulaire. Ça appelle Add to Do. Add to Do fait un prevent default pour bloquer la soumission du formulaire. Et va demander d'ajouter le nouveau to do dans la liste des to do's. Alors je rappelle cette forme-là, le rest operator, qui veut dire je veux tout ce qu'il y avait dans to do's et je lui rajoute un to do. Donc là, je fais une bêtise, ça permet de créer. Si vous ne connaissez pas le rest operator, allez vous documenter dessus parce que vous en aurez besoin régulièrement là-dedans. Ce que je vais faire dans la foulée, c'est que je vais faire un set to do au singulier d'une chaîne vide, ce qui va me permettre, quand je fais une saisie ici et que j'ai fait ajouter, regardez, ça me vide mon champ dans la foulée. Bon, c'est vachement intéressant ça, je suis capable d'alimenter une liste. Mon problème maintenant, c'est que ma liste de to-do's, eh bien, elle se retrouve dans mon composant formulaire, alors qu'en fait, j'en aurais probablement besoin dans app, au moins dans app, pour pouvoir la donner à mon composant liste, qui est un frère de forme. Vous avez vu ? La forme et liste sont au même niveau, ils sont frères. Donc les données sont dans forme, et il faudrait que je les envoie dans liste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter notre to-do's dans app. On va aller récupérer ici cette ligne-là. On va aller la mettre directement dans app, là. Évidemment, j'ai pas l'import de useState, donc il n'est pas content. Hop, je lui demande de me l'importer, ça c'est fait. Maintenant, j'ai donc ça au bon endroit. Si je sauvegarde, là, si je fais ça, ça va planter. Ouais, bon, ça plante pas, mais en même temps, c'est bizarre qu'il donne rien, pas de message, mais c'est pas grave, on va regarder ça après. Ah, c'est que j'ai pas sauvegardé forme, peut-être pour ça. Si je sauvegarde forme, là, ça va se passer moins bien, voilà. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, cette to-do's, cette méthode-là, elle n'est pas connue dans mon tableau là. Donc, ce que je peux faire, c'est tout simplement, puisque maintenant j'ai remonté mes to-do's ici, qui pour l'instant vite, je peux passer l'info sous forme d'attribut à mon composant forme. Donc je peux tout à fait lui dire que les to-do's, c'est les to-do's qui sont ici, mais ça marche aussi pour les fonctions. Donc je peux tout à fait dire que cette to-do's, c'est la fonction set to-do's. Je vous rappelle qu'on peut utiliser alors, set to-do's is not defined. Oui, c'est normal, on est toujours dans forme.js, pas de problème. Je vais dans forme.js, et ici, je vous rappelle qu'on reçoit un objet qu'on peut déstructurer, qui va recevoir des to-do's, et un set to-do's, puisqu'on a deux attributs. À partir du moment où je déstructure ça, que j'ai to-do's et set to-do's, ça veut dire que si je tape des choses ici, ça ne va pas planter. Donc ça ne m'affiche rien ici parce que j'ai pas de console.log, mais par contre, ça va appeler set to-do's qui a été passé en argument ici, et donc ça va ajouter des infos directement au-dessus. On va le vérifier assez facilement, c'est que maintenant, puisqu'on est censé avoir des infos qui remontent aux parents, moi je vous propose ces infos-là, de les passer également à liste. Toc. Et ma liste, bien évidemment, elle va du coup recevoir un objet props qui contiendra des to-do's et une méthode setToDo's. Ok. Et donc là, j'aurai probablement moyen d'aller les afficher. Donc je vous rappelle que je vais recevoir dans les to-do's un tableau qui va contenir des to-do. Alors allons voir comment je pourrais faire ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer les LI qui étaient créés ici. Et il va falloir trouver un moyen pour exécuter, enfin dupliquer autant de fois qu'on a d'entrées dans notre tableau ce bloc-là. Hein, si je sauvegarde, là, évidemment, ça va mettre ça comme ça. Eh bien, figurez-vous que avec React, c'est plutôt très très simple de faire ça. On utilise ça, on met le tableau qu'on veut utiliser comme base. Derrière, on fait un point map.
Et la fonction .map, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend en argument une fonction, souvent fléchée, qui va recevoir... Alors en fait, elle fonctionne comme une boucle, cette fonction map. Elle s'exécute sur un tableau, dans les to-dos, et la fonction qui est passée ici va être exécutée autant de fois qu'il y a de to-do dans nos to-dos, en nous donnant un to-do à chaque fois. Et ce qu'on peut faire, c'est un return dedans, et on peut mettre du JSX. Tac. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si j'ai 3 entrées dans ma to-dos, dans mon tableau to-dos, ça va appeler 3 fois la méthode ici, la fonction ici, pardon, et transformer chaque to-do en un bloc de JSX comme ça. Donc là, si je sauvegarde, c'est bizarre que j'en ai encore un qui fonctionne ici, parce que normalement, to-do devrait être vide. Je suis pas sûr que j'ai pas raté un truc là. Si je mets un blabla ici, si vous avez vu, il me rajoute des choses. Hop. Bon, pour l'instant, évidemment, ça ne m'intéresse pas parce que il me rajoute toujours la même chose, mais n'empêche que ça fonctionne. Hop. Et quand je rafraîchis tout, effectivement, j'ai plus rien dans ma liste, donc cette fois, ça l'enlève. Bien évidemment, mon to-do, je vais pouvoir aller l'afficher ici aussi. Je suis dans la fonction qui a reçu to-do en argument. Si je sauvegarde, je mets, je sais pas moi, apprendre, ajouter. Ah, j'ai bien alimenté mon truc, ça c'est chouette. Donc là, il n'est pas content. Il me donne plusieurs causes. Il me dit déjà que j'ai une classe qui traîne alors que je devrais avoir un class name. Donc là, pas de problème, je corrige. Class name. Ok. Là, clac, clac, clac. Là-dessus, j'ai pas d'erreur. Par contre, l'autre message d'erreur, je l'ai effacé. J'aurais dû le garder 2 minutes. Il disait que normalement, quand on utilise map comme ça, chaque composant qu'on génère doit avoir une clé, c'est-à-dire un attribut qui est censé contenir une valeur unique. Alors là, nos to-do pour l'instant, ils n'ont rien d'unique. Je pourrais très bien, vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis, là j'ai AAA, je peux très bien mettre AAA encore une fois. J'ai les deux mêmes, j'ai rien pour les différencier. Donc map, on peut lui passer. Il peut recevoir un deuxième argument index que je vais pouvoir utiliser ici, qui est en fait le numéro d'entrée dans le tableau, tout simplement. Le premier est probablement 0, le deuxième 1, le troisième 2, etc. Et là, normalement, si je rafraîchis mon truc, alors il me dit encore que j'ai un class name qui traîne, alors je sais pas dans quoi, on verra tout à l'heure. Mais, ah bah si, là, class name, clic, je l'avais pas vu. Mais il y en a encore, bon c'est pas grave, on va le résoudre tout à l'heure. Là on voit que maintenant, je suis en mesure d'aller ajouter des tâches dans ma liste. Alors si on résume, mon formulaire, il capte la modification de ce champ-là dans To-Do. Quand je clique sur ajouter, le submit de mon formulaire est attrapé, ça appelle la méthode addToDo. La méthode addToDo empêche la soumission du formulaire, puis demande à mettre à jour le state qui a été hérité du composant app avec une copie des anciennes valeurs plus la nouvelle qui vient d'être saisie. Puisque c'est une méthode héritée, du coup, j'ai ici mes to-dos que je vais pouvoir passer à mon composant liste et faire la mise à jour. Alors on va en profiter rapidement pour essayer d'éliminer les différentes petites erreurs qui nous restent là. Si je vais voir mon header il a une classe. Hop. Et est-ce que j'en ai d'autres? Je vais revenir ici. Peut-être mon footer. Mon footer n'a pas de classe. Si je rafraîchis mon application et que je tape quelque chose, voilà, j'ai été remplacer toutes mes classes, j'ai plus de problème. Eh bien écoutez, là on a déjà la base d'une to-do list qui fonctionne. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas, sur chacun des chapitres, vous pouvez vous inscrire et vous avez une zone commentaire en dessous, vous pouvez poser des questions, il n'y a pas de problème. On va arrêter pour cette partie-là et on reprend, on va un petit peu complexifier la chose dans le chapitre suivant. A tout de suite.